Dans cette vidéo, nous allons relire la fiche de cours sur transmettre et stocker l'information. Donc, on va parler d'abord de chaîne de transmission et d'information. Donc, une chaîne de transmission comporte 5 éléments essentiels. Donc, une source, un encodeur, un canal de transmission composé d'un émetteur et d'un récepteur, d'un encodeur ou d'un décodeur et d'un destinateur. Donc suivant le milieu de transmission, donc les signaux sont de nature et de fréquences différentes. Donc dans l'atmosphère, on peut avoir des sons, des ultrasons, des ondes électromagnétiques, des câbles électriques donc qui se propagent donc des signaux électriques. Dans les fibres optiques, des ondes électromagnétiques. Donc avec l'avènement de l'électronique, donc les techniques de transmission d'informations se sont développées donc au milieu du XXe siècle. Donc avec par exemple donc le passage donc de l'électronique, de l'électricité à l'électronique a permis donc la miniaturisation des dispositifs. Le développement de l'informatique a permis de coder donc tous les types d'informations, que ce soit sonore, vidéo, etc., et de les transmettre par donc les mêmes procédures et les mêmes réseaux. Le passage du fil de cuivre à la fibre optique a permis d'améliorer la qualité et le débit de transmission. La téléphonie mobile, le Wi-Fi et le Bluetooth ont permis de gagner, donc ont permis de s'affranchir de liaisons filaires et donc de gagner en autonomie. Donc pour ça, donc il a fallu donc passer donc des signaux analogiques aux signaux numériques. Donc par définition, un signal analogique varie de manière continue au cours du temps, tandis qu'un signal numérique donc varie de façon discrète par palier. Donc ici vous avez la représentation d'un signal analogique, et ici donc un signal numérique, vous voyez qu'il évolue par palier avec des valeurs relativement, des passages de valeurs relativement donc brutales. Donc pour convertir donc un signal analogique en un signal numérique. Donc un signal analogique peut être numérisé grâce à un convertisseur analogique numérique ou CAN pour les premières lettres. Donc c'est l'étape de numérisation. Donc elle se décompose en un échantillonnage, une quantification et un codage. Donc l'échantillonnage. Donc le convertisseur donc prélève des échantillons donc de signal analogique à intervalles de temps TE égaux appelés période d'échantillonnage. La fréquence d'échantillonnage FE donc est le nombre de prélèvements par seconde, c'est l'inverse de la période d'échantillonnage. Donc elle est réglable et ne doit pas dépasser les indications du constructeur. Donc ici, si vous voyez par exemple le trait ici continu, donc c'est donc le signal analogique bleu. Et ici, vous voyez donc les histogrammes représentent donc ici donc la durée de la période d'échantillonnage. Donc tous les TE, on prélève ici, donc en haut de la barre, une valeur correspondant à la valeur donc du signal analogique. Donc on voit bien ici que donc on a des prélèvements qui sont à des durées donc égales, donc des intervalles de temps égaux, donc la période ici. Et on voit bien que finalement, plus ici la barre de l'histogramme en haut sera petite, meilleure donc la retranscription du signal sera. En effet, ici on voit bien que le haut des histogrammes reproduit donc globalement relativement bien donc le signal analogique. Il va de soi que si on avait pris donc des TE qui seraient très grands, donc ça ne serait pas le cas puisqu'on aurait pris une valeur, deux valeurs, trois valeurs et peut-être aller à quatre valeurs, alors que là ici avec des TE qui sont relativement faibles, on voit bien que les extrémités des histogrammes ici reproduisent relativement bien donc le signal analogique. Donc c'est pour ça que plus la fréquence d'échantillonnage est élevée, meilleure sera la numérisation. Ensuite, donc la quantification. Donc la valeur de l'échantillon prélevé donc, est comparée à l'ensemble des valeurs multiples ou pas permises par la résolution du convertisseur. Donc elle est remplacée par la valeur la plus proche. Donc ici vous voyez par exemple vous avez un signal analogique, vous avez fait ici les différents échantillons, donc l'échantillonnage, donc à un intervalle de temps régulier avec la période. Et regardez bien ici vous avez toutes les valeurs qui sont permises au niveau donc, de la quantification de l'amplitude. Donc ça veut dire qu'on ne peut prendre que ces valeurs-là. Donc c'est comme quand on a vu la mécanique quantique, ça veut dire que les valeurs ici sont quantifiées, c'est-à-dire qu'on ne peut prendre que ces valeurs-là. Donc ça veut dire qu'en fait, on va si l'échantillon tombe sur une des valeurs quantifiées, c'est très bien, comme ici et là, on voit qu'on est relativement proche. Ici, on voit par exemple que sur ces trois exemples-là, sur celui-là surtout et sur celui-là, la valeur donc, de l'échantillon ne tombe pas sur une des valeurs quantifiables. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on se place sur la valeur la plus proche. Et donc on commet effectivement alors dans ce cas-là une erreur de quantification. Erreur de quantification qu'il convient de rendre la plus faible possible. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir donc le maximum de grandeur quantifiable ici donc dans l'axe des Y. Plus il y aura de valeurs quantifiables possibles, plus l'erreur de quantification sera faible. Donc une valeur permise est ensuite codée donc, par un nombre binaire, donc un bit donc, est la plus petite unité d'information numérique, il ne peut prendre que deux valeurs, 0 ou 1. La quantité de nombres binaires disponibles donc, est la résolution, donc par définition donc, elle est égale à 2 puissance k, où k est le nombre de bits utilisés. Donc par exemple si vous avez 2 bits
utilisé, ça veut dire que vous aurez 2 puissance 2, 4 valeurs possibles différentes. Si vous prenez 3 bits, comme ici c'est donné, donc vous avez 2 puissance 3 égale 8, donc vous avez 8 valeurs possibles différentes. Donc en allant de 0 à 7, vous avez bien 8 valeurs avec les 8 conversions ici en binaire. Donc plus le nombre de bits sera grand, meilleure sera la numérisation, puisqu'il y aura d'autant plus de valeurs quantifiables, et donc une erreur de quantification qui sera la plus faible possible. Chaque valeur retenue par l'échantillonnage est quantifiée donc en un nombre binaire comportant donc une quantité identique de bits. L'ensemble de ces nombres mis à bout constitue le signal électrique. Donc ça veut dire que le signal électrique ici, ça serait ça, donc 0, 1, 1, 0, avec à la suite 1, 0, 0, 1. Ensuite vous prenez 1, 0, 1, 1, etc. etc., etc. Alors ensuite, donc les procédés physiques de transmission. Donc la propagation libre ou guidée. Donc la propagation d'un signal est libre quand le signal peut se propager librement dans toutes les directions. Donc elle est guidée quand le signal est contraint de se déplacer dans un espace fermé. Donc par exemple c'est pour les fils électriques, les fibres optiques, etc. Les différents types de transmission. Transmission hertzienne. Donc les ondes électromagnétiques émises par les antennes se propagent dans toutes les directions de l'espace. C'est donc une propagation libre. Ces ondes peuvent être reçues donc par des récepteurs mobiles. C'est le principal avantage de ce mode de propagation. Une bande de fréquence spécifique est allouée à chaque dispositif. Donc par exemple pour les radios, vous voyez, on est à 87,5, 108 MHz. C'est les fréquences qui apparaissent ici, donc par exemple sur les radios. Si vous écoutez, je ne sais pas moi par exemple, RTL2, c'est 105,9 MHz. Pour la télévision hertzienne, donc on est sur des bandes de fréquences qui sont plutôt entre 30 et 3000 MHz. Et enfin pour les GPS, on vous a donné, vous voyez ici, donc une bande de fréquence relativement plus restreinte, entre 1575,42 MHz et 1227,60 MHz. Donc la transmission guidée par câble électrique, donc un câble torsadé ou coaxiaux, et donc un guide dans lequel un signal électrique peut se propager. C'est une transmission privilégiée pour les courtes distances, car l'amortissement augmente avec la longueur de câble et les champs électriques déforment ces signaux. La transmission donc guidée par fibre optique. Une fibre optique donc est un guide dans lequel un signal lumineux, donc des ondes électromagnétiques, visibles ou proches du visible, peuvent se propager. Les radiations donc se propagent sur une très longue distance avec très peu d'atténuation, donc elles sont insensibles aux perturbations électromagnétiques. Donc vous avez ici donc des schémas de différents types de propagation dans les fibres optiques. Donc ces différents modes, donc ça c'est une fibre optique donc en A à saut d'indice, avec ici un gradient d'indice et une fibre monomode. Donc on a vu dans les activités qu'on a faites que au niveau du coût, donc forcément celle-là est moins chère, celle-là est plus chère et celle-là est encore plus chère, mais par contre celle-là propage l'information beaucoup plus rapidement que celle-là et celle-là. Mais elle est aussi un petit peu plus fragile, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment choisir en fonction de ses besoins. On définit ensuite le débit binaire. Donc le débit binaire mesure donc la quantité de données numériques transmises par unité de temps. Donc sachant que les données numériques sont données en bits, donc ce sont donc une grandeur, le débit, qui sera des bits par seconde. Donc il est caractéristique des transmissions numériques. Donc si l'information comporte n bits émis pendant une durée delta t, le débit binaire est défini par le débit égale le nombre de bits divisé par la durée. Donc ça c'est ce que vous voyez quand vous achetez donc par exemple une clé USB, USB 2, USB 3, ou si vous achetez donc tout ce qui est dispositif de stockage, vous aurez un débit qui est donné en lecture et en lecture donc et en gravage. Vous voyez que ce débit là va potentiellement conditionner le prix. Donc le débit, c'est donc le nombre de bits que l'on peut transmettre pendant une certaine durée. Donc si vous mettez le nombre de bits en bits et la durée en secondes, vous aurez donc un débit en bits par seconde. Donc l'affaiblissement et l'atténuation. Lors de sa propagation, tout signal est atténué. Donc la puissance électrique à la sortie du câble est inférieure à la puissance donc du signal à l'entrée. Donc la puissance électrique étant proportionnelle à l'amplitude, ça veut dire qu'en gros l'amplitude du signal va diminuer. Donc l'atténuation est définie par A égale 10 fois le log de la puissance d'entrée divisé par la puissance de sortie, avec PE la puissance donc du signal à l'entrée et PS la puissance du signal à la sortie. L'atténuation donc d'un signal se propageant dans un câble ou une fibre optique dépend donc normalement de la longueur. Plus la longueur est grande, plus l'atténuation est grande. Le coefficient donc d'atténuation linéique est alors défini par le coefficient d'atténuation linéique, alpha, c'est l'atténuation divisée par la longueur. Donc si l'atténuation est en décibels,
Donc dans ce cas-là, regardez bien en décibels, ça doit vous rappeler des formules que nous avons vues au tout début de l'année. Donc l'atténuation linéique, c'est donc une atténuation par unité de longueur, donc c'est une atténuation par unité de longueur, c'est pour ça qu'on divise par la longueur. Donc c'est pour ça que cette atténuation linéique s'exprime en décibels, l'atténuation linéique, donc c'est des décibels par mètre. Donc la formule, si vous prenez celle-là et que vous divisez donc par 10, vous obtenez celle-là. Donc quelques ordres de grandeur. Donc pour une fibre optique, donc à une longueur d'onde de 1,55 micromètres, le coefficient donc est de 2,10-4 décibels par mètre. Ça veut dire donc que tous les mètres on perd 2,10-4 décibels. Un câble coaxial utilisé donc pour les antennes satellites peut par exemple lui avoir un coefficient d'atténuation linéique qui est de 0,2 décibels par mètre. Donc tous les mètres on perd 0,2 décibels. Donc on voit qu'ici entre les deux il y a un facteur 1000. D'où le coût beaucoup plus élevé des fibres optiques. Ensuite, nous avons parlé d'image numérique. Donc une image numérique peut être affichée donc, sur un écran plat comme celui de votre téléphone portable. C'est une image acquise, traitée et stockée dans un langage binaire. Donc vous avez tous déjà vu, si vous regardez vos téléphones, vous avez donc des nuances de blanc, des nuances de noir. Et si vous zoomez ici, vous verrez que vous avez à chaque fois, donc, pour chaque couleur blanc, donc, un pixel associé rouge, vert et bleu. Donc caractéristique d'une image numérique. Chacun donc, de ces écrans est constitué de pixels. Chacun d'eux est constitué de 3 sous-pixels qu'on va appeler un rouge, un vert, un bleu. La qualité d'une image dépend de sa résolution, c'est-à-dire du nombre de pixels par unité de longueur. Plus ce nombre est élevé, moins l'image est pixelisée. Donc plus pour une longueur il y a de pixels, meilleure l'image sera, donc meilleure sera la résolution. Le codage RVB et les niveaux de gris. Donc le codage des pixels en couleur repose sur 24 bits ou 3 octets. Donc 1 octet par couleur primaire, rouge, vert, bleu. Vous aurez remarqué que rouge, vert, bleu sont les 3 couleurs primaires de la lumière. Donc chacun des 3 sous-pixels est codé sur un octet, donc 8 bits. Donc un bit ne pouvant prendre que 2 valeurs, 0 ou 1, la plus petite valeur possible d'un octet est donc 0, 0, 0, vous mettez 8, 0, et la plus grande est 8, 1. En numérotation décimale, donc un octet peut donc prendre toutes les valeurs comprises entre 0 et 255. Donc ça veut dire que la couleur de la lumière colorée émise par chaque sous-pixel peut donc prendre 256 nuances comprises entre 0 et 255. Donc c'est la fameuse formule 2 puissance k avec k égale 8, 2 puissance 8, 2 puissance 8 égale 256 différentes. Donc ça veut dire que pour chaque sous-pixel, le rouge, le vert et le bleu, je peux avoir 256 nuances différentes. Donc 256 nuances de rouge, 256 nuances de vert et 256 nuances de bleu. Donc ça veut dire ici, puisque j'ai un octet alloué au rouge, un octet alloué au vert, un octet alloué au bleu. Donc c'est pour ça qu'on parle de 3 octets, et chaque octet étant 8 bits, on parle de soit 24 bits ou 3 octets. Donc ça veut dire que le nombre de couleurs associées à 1 pixel, dans ce cas-là, pour un codage 24 bits ou 3 octets, vous avez 256 ici pour le rouge, 256 pour le vert et 256 pour le bleu. Donc c'est comme pour les probas en mathématiques. Vous multipliez donc le nombre de possibilités et vous obtenez 16 777 216, soit environ 16 millions de couleurs possibles pour un pixel constitué de 3 sous-pixels rouge, vert, bleu. Donc le pixel noir, c'est le pixel où le rouge vaut 0, le vert vaut 0 et le bleu vaut 0. Donc ça c'est l'absence de couleur. Le pixel rouge, c'est celui où le rouge est max et donc où ici les verts et le bleu sont nuls. Le pixel jaune, vous voyez que c'est ici donc du rouge, du vert et pas de bleu, rouge et vert. Donc si vous prenez donc la synthèse additive, rouge, vous regardez ici, rouge et donc vert, vous voyez bien que le rouge et vert va donner du jaune. Donc si le sous-pixel rouge émet de la lumière et que le sous-pixel vert émet de la lumière, donc à vos yeux il y aura donc la synthèse additive du rouge et du vert, donc vous percevrez du jaune. Le pixel orange, donc lui il a du rouge, donc il a du vert et il n'a pas de bleu. Donc en fait il a 171 de vert, donc si vous dites 171 de vert et 171 de rouge, rouge donc et vert ça fait du jaune, et si vous rajoutez donc l'excédent de rouge, donc rouge
plus jaune, vous comprenez assez facilement que ça peut donner un pixel ou une lumière orange. Et enfin le pixel blanc, le pixel blanc c'est celui qui a toutes ses valeurs donc au maximum, c'est-à-dire 255, 255, 255, vous avez dû voir donc en première la synthèse additive, rouge plus vert plus bleu donne du blanc. Donc une image colorée donc est codée donc ensuite par un tableau de nombres, ça veut dire que si vous avez ici une image, donc vous voyez un petit Mario ici, chaque image est codée ici, vous avez pour chaque pixel ici 3 nombres, le nombre pour R, le nombre pour V, le nombre pour B, et donc chaque carré ici est un pixel, et chaque pixel est codé par donc 3 numéros, donc le codage pour le R, le codage pour le V et le codage pour le B. Et vous voyez qu'ici, si vous regardez donc en détail dans le fiche de cours, vous verrez que vous aurez les nuances de couleurs qui permettent d'obtenir cette image-là. Ensuite, il y a donc ce qu'on appelle les niveaux de gris. Donc pour les niveaux de gris, chaque pixel est codé donc par un octet pouvant prendre 256 valeurs permettant 256 nuances. Donc en effet, si vous avez que 00, vous avez donc du noir. Si vous avez 255, 255, vous avez que du blanc. Donc entre ça, vous voyez quand toutes les trois valeurs sont identiques, vous avez donc soit du blanc, soit du noir, ou alors soit des nuances de gris. Donc en effet, si vous avez ici 64, 64, 64, vous remarquerez que 64 est un numéro qui est relativement faible par rapport à 94, 164 ou 226. Quand on est à 174, vous voyez qu'on a un gris clair. Quand on est à 64 pour les trois, on est plutôt à un gris foncé. Donc quand pour un pixel vous avez les trois mêmes nombres, vous êtes forcément donc en nuance de gris, ou alors en noir ou en blanc, et donc la nuance de gris est d'autant plus foncée que les nombres sont faibles. Ensuite, définition et taille d'une image numérique. Donc la définition correspond au nombre de pixels qui la constituent. Donc l'image ci-contre, ici, est représentée par 640 colonnes et 480 lignes. Il y a donc, si vous multipliez donc le nombre de pixels en colonne et le nombre de pixels dans la ligne, 307 200 pixels. La taille de cette image, donc, et la place qu'elle occupe, et la place qu'occupe donc le codage de tous les pixels qui constituent cette image. Elle s'exprime en octets. Ainsi, donc la taille d'une image, c'est donc le nombre d'octets par pixel fois la définition. Donc exemple très simple. Donc en codage RVB, donc pour la couleur 24 bits, 3 octets par pixel. Donc ici, donc chaque, on a vu qu'il y avait donc 640 qui est égal fois 480, ça c'est le nombre donc de pixels. Le nombre de pixels fois le nombre d'octets par pixel, ici vu qu'on est en codage couleur, 3. Donc ça fait bien 921 600 octets. Ça veut dire que cette image-là va donc dans mon espace mémoire nécessiter 921 600 octets, c'est-à-dire 921 kilos à peu près octets. Si on est en nuance de gris, par contre, donc on a toujours le même nombre de pixels, 640 x 480, mais dans ce cas-là, chaque pixel est associé, lui, qu'à un octet, puisqu'il n'y a qu'un nombre qui code les trois couleurs et il est identique. Donc ça veut dire qu'une image donc en nuance de gris, donc un octet par pixel au lieu de 3, ben on voit qu'on a 307 200, c'est-à-dire qu'on est à 307 kilooctets. L'image prend effectivement moins de place dans l'espace de stockage. Alors quelques nuances, on utilise donc les puissances kilo, méga et giga comme les puissances de 10, 10 puissance 3, 10 puissance 6, 10 puissance 9. Donc là vous êtes à kilo, méga, giga, donc ça vous avez l'habitude avec le langage informatique, mais en informatique on utilise les puissances de 2, puisqu'on parle en langage binaire. Donc ainsi on parle de kibioctet, qui correspond à 2 puissance 10, et c'est sensiblement égal donc à 1024 octets. Donc on ne parle pas dans ce cas-là de kilo-octet, mais de kibi-octet. Son symbole est alors le ki-o au lieu de kilo-octet. Le mégaoctet correspond à 2 puissance 20, c'est-à-dire 1 48 567. Vous voyez que ça c'est proche de 1 million, c'est proche de 10 puissance 6, mais c'est pas égal à 10 puissance 6, donc le langage binaire, donc il parle en mégaoctet. Son symbole donc est le MIO. Donc attention aux confusions. Ensuite on parle de stockage optique. Donc on appelle donc le stockage optique la technologie qui consiste à lire et à écrire et à lire des informations en utilisant des phénomènes optiques. Donc l'écriture des données sur un disque optique. Donc lors de l'écriture sur un disque vierge, une couche de colorant organique donc est brûlée donc par le faisceau laser d'écriture. La puissance du laser lors de l'écriture est moins importante que dans la lecture. Donc vous avez ici donc une diode laser, une lame semi-réfléchissante,
Sur cette lame semi-réfléchissante, donc elle envoie une partie donc de son signe, de son intensité lumineuse donc sur une lentille qui focalise donc cette lentille. L'objectif est de focaliser donc la lumière ici donc sur la face imprimée et au niveau de la donc l'objectif est de parcourir donc la couche de polycarbonate qui la protège et d'aller donc sur la face ici dont on détaillera par la suite. Donc cette lentille là, son objectif, focaliser la lumière à cet endroit là. Donc ensuite cette lumière là peut ensuite revenir ici, transverser donc la lame semi-réfléchissante et aller sur le détecteur. Donc ça c'est le principe, vous avez ensuite votre CD qui tourne, et donc le détecteur va ensuite lui pouvoir coder cette image là en musique. Donc la lecture des données sur un disque optique. Donc sur les CD, DVD ou Blu-ray gravés, les données sont codées sous forme d'une succession de creux et de plats disposés sur une spirale à partir donc, du centre du disque. Lorsque la lumière donc, du laser est sur un plat, il se forme alors des interférences constructives entre les faisceaux réfléchis. Donc l'intensité de la lumière reçue donc, par le capteur est alors maximale. Alors en effet, quand vous êtes sur un plat, regardez bien que ce soit un plat ici ou un plat ici. Donc si vous prenez les deux faisceaux rouges, donc le faisceau ici qui est le faisceau, par exemple là, le faisceau incident, le faisceau réfléchi, vous voyez que ces deux faisceaux sont totalement en phase. Donc s'ils sont totalement en phase, quand ils vont interférer ensuite ici, donc sur le détecteur, ben, vous allez bien voir qu'ici il y aura des interférences constructives. Donc l'intensité du signal sera maximale. Donc par contre, et c'est aussi valable ici, hein, quand les deux signaux bleus, vous voyez que les deux signaux bleus ils sont aussi sur un plat là, donc là le plat il est en bas, le plat il est en haut, mais quand les deux sont sur un plat, les deux signaux bleus ici sont aussi donc en phase, donc interférence constructive. Par contre, lorsque la lumière du laser arrive sur un creux, donc une partie est réfléchie par le creux et une autre par la surface du disque, la profondeur étant égale au quart de la longueur d'onde de la radiation utilisée, il se forme alors des interférences destructives entre les faisceaux réfléchis. L'intensité de la lumière reçue donc par le capteur diminue, voire est nulle. En effet, donc si vous prenez ce faisceau incident, le faisceau rouge, et qui va interférer avec le faisceau, dans ce cas-là, le faisceau, lui, bleu. Qu'est-ce qu'on voit dans ce cas-là? On voit que dans ce cas-là, au niveau donc, de la transition donc, entre le plat et le creux, ces deux rayons sont en opposition de phase. Et s'ils sont en opposition de phase, ils vont interférer. Mais ici, au niveau du détecteur, il y aura donc une intensité qui sera nulle. Donc, en fait, cela dépend de la différence de marche. Donc, la différence de marche ici, est donc savamment calculé puisque l'épaisseur donc entre l'épaisseur du creux doit être telle qu'il faut que dans ce cas ces deux rayons là soient en interférence destructive. Donc on a déjà vu, donc si je l'écris ici, si je rappelle donc la formule donc pour les interférences destructives, on a vu qu'il fallait donc avoir donc plutôt des proportionnalités par rapport à lambda sur 2, et il fallait ici que ce numéro soit impair, donc c'est-à-dire 2k plus 1. Donc 2k plus 1, ça veut dire que ici, en fait, on a au niveau de la différence de marche, soit lambda sur 2, 3 lambda sur 2, 5 lambda sur 2. Donc si ici, l'épaisseur du creux vaut lambda sur 4, ben ça veut dire que la différence de marche entre le bleu et le rouge, c'est quoi? C'est l'aller-retour ici, l'aller-retour. Donc si vous faites lambda sur 4 plus lambda sur 4, ben ça fait lambda sur 2. Et donc ça veut dire que cette différence de marche entre les deux rayons, elle est liée donc à l'aller-retour, lambda sur 4 plus lambda sur 4, c'est pour ça qu'ici il est marqué lambda sur 4, pour que la différence de marche soit égale à lambda sur 2 et que ces deux rayons soient en interférence destructive. Donc ensuite, on arrive donc à la variation, donc à chaque fois en fait qu'il y ait sur un plat, donc quand on est sur un plat, on code par un 0. Quand on est ici sur le passage d'un plat à un creux, on code par un 1. Donc là, vous voyez, plat 0, 0. Là, on est au passage 1. Plat 0, 0. On passe de l'un à l'autre 1. Plat 0, 1. Plat 0, etc., etc. Donc la capacité ensuite de stockage. La capacité de stockage est la quantité d'informations que peut contenir un support. Pour l'augmenter, il faut allonger la piste, mais sans modifier donc la taille du disque. Cela revient donc à resserrer donc la spirale en diminuant la largeur des creux et des plats. Donc pour une lecture correcte, le faisceau laser doit donc être le plus étroit possible pour ne pas intercepter deux lignes contiguës, donc deux lignes qui se suivent de creux et de plats.
Donc le phénomène mis en jeu ici est la diffraction. En effet, donc le laser ne se concentre pas en un seul point, mais il effectue donc une tâche de diffraction, dont les dimensions sont proportionnelles à la longueur d'onde du laser, comme on l'a vu au tout début de l'année. Donc, vous imaginez si ce laser qui est ici, là, par exemple, vous voyez que la tâche de diffraction ici, elle le touche. En effet, cette piste, c'est effectivement celle qu'elle veut lire, elle ne touche pas les pistes qui suivent. Imaginez ce qui se passerait si la tâche prenait plusieurs pistes. Ça voudrait dire que la lecture serait totalement impossible au niveau du détecteur et vous auriez donc impossibilité de lire votre DVD, votre CD, etc. La largeur de cette tâche dépend de la longueur d'onde et elle est proportionnelle à la longueur d'onde. Donc c'est pourquoi l'augmentation de la capacité de stockage, donc passage du CD au DVD, puis du DVD au Blu-ray, requiert une diminution donc de la longueur d'onde du laser utilisé. En effet, quand on passe donc du CD au DVD, au Blu-ray, vous verrez qu'on a resserré donc sur une même taille de disque, puisque les CD, les DVD et les Blu-ray ont le même diamètre, on a resserré les pistes pour mettre beaucoup plus d'informations en passant du CD au DVD, du DVD au Blu-ray. Mais si on gardait le même faisceau laser du CD pour un Blu-ray, regardez bien la taille que ça prendrait. Donc vous auriez ici, donc par exemple, une tâche qui serait comme celle-là. Donc là, ça veut dire que si je prenais mon faisceau laser du CD dans un Blu-ray, qu'est-ce qu'on obtiendrait? On verrait qu'on lirait, le faisceau laser lirait 6-7 pistes. Donc ça veut dire que si vous mettez un Blu-ray ici, et vous pouvez essayer, si vous mettez donc un Blu-ray dans un lecteur de CD, vous verrez que de toute façon, le lecteur ne lira pas et n'arrivera pas à lire votre Blu-ray. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu, donc, quand on est passé, donc on a voulu mettre plus d'informations sur le même support, il a fallu changer donc la diode laser en passant donc ici d'une diode laser qui émettait à 780 nanomètres à une diode laser qui émettait ici à 650 nanomètres, donc avec une tâche de diffraction ici qui était beaucoup plus faible, puisqu'on a diminué la diffraction, puisqu'on a diminué la longueur d'onde et que la longueur d'onde et que la tâche de diffraction est proportionnelle à la longueur d'onde, donc en diminuant la longueur d'onde, on diminue la tâche. Et encore une fois, il a encore fallu qu'on diminue encore en passant au Blu-ray et pour obtenir une longueur d'onde qui est de 405 nanomètres, qui est donc dans le bleu ou dans le violet, donc c'est pour ça qu'on appelle ça donc Blu-ray pour rayon bleu lié à la longueur d'onde. Donc c'est lié à ça. Donc ensuite vous voyez ici qu'on vous donne ici des capacités de stockage, donc par exemple, donc ça l'ouverture numérique, donc c'est lié, c'est une information NA, c'est pour en anglais number aperture, donc nombre d'ouvertures, donc c'est lié au système optique. Là vous avez la longueur d'onde et là vous avez la capacité des capacités de stockage. Donc vous voyez que pour un CD on était à 750 mégaoctets. Là on était à 4,4 gigaoctets, donc on avait multiplié ici donc par à peu près 7 ou 8, et donc là on a encore multiplié en 4 x 6, 24, par multiplié par 6 pour en autres les Blu-ray. Donc voilà, donc nous venons de finir donc la lecture de cette fiche de cours donc sur transmettre et stocker l'information. Nous espérons que cela vous sera utile.